Je passe tout de suite la parole au docteur Aure Saulnier, virologue indépendante, pour un exposé qui sera le plus concis possible. Je fais confiance à votre bonne volonté pour aller droit au but. C'est toujours aux femmes qu'on demande ça. C'est du vécu. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les députés. J'ai quelques diapositives à présenter. Je sais que j'ai un... Non, ça va être rapide, vous allez voir. Donc du coup, je vais balayer assez rapidement pour respecter mon temps de parole qui est de 5 minutes. Du coup, je vais commencer par parler. Alors, est-ce que ça fonctionne quand je passe les diapos? Oui. Donc, simplement, cette dia d'introduction pour vous dire que je parle en mon nom propre. Et je vais commencer par vous parler de l'impact socio-économique de la tolérance des vaccins Covid, en mentionnant dans un premier temps l'absentéisme post-vaccinal qui s'étend de 1 jour à plus de 3 jours du fait de l'incapacité à travailler et qui concerne 20% de la population générale et jusqu'à 37% sur du personnel de santé, enfin du personnel hospitalier. Et on observe que la réactogénicité est plus élevée sur les sujets les moins à risque de Covid grave. Donc, concernant le recueil des événements indésirables en France, il est basé sur du déclaratif. Donc, c'est un dispositif passif. C'est la même chose en Europe et aux USA. Aux USA, cependant, on a un recueil qui est également actif sur un suivi de quasiment 8 millions d'individus. En France, 25% des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6% pour un vaccin grippal. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe si vous le souhaitez, on observe un effet indésirable grave toutes les 1434 vaccinations Covid, un décès tous les 28 300 vaccinations Covid qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000, et une hospitalisation toutes les 4430 vaccinations Covid, et pour la grippe, c'est 1 sur 120 000. On peut mettre ces hospitalisations en regard de l'Europe, une hospitalisation tous les 2651, et aux États-Unis avec ce fameux système de recueil actif qui s'appelle VSafe, une hospitalisation toutes les 764 pour la dose 2, qui s'ajoute à 1 sur 3573 pour la première dose. Donc, certains auteurs, pour mieux qualifier les événements post-vaccinaux, ont comparé les vaccins Covid et grippe, et ils ont travaillé à nombre équivalent de vaccinés. Vous sont portés ici les chiffres du vaccin Pfizer avec les événements les plus marquants. C'est l'histoire du risque relatif, c'est ça, hein. Donc on aboutit à un risque relatif, c'est-à-dire que tout à fait, c'est ce qui est pour revenir à un risque par individu, puisque le nombre de population n'est pas le même. C'est ça? Donc du coup, sont portées les 5 catégories principales. Pareil, vous avez le détail en annexe. Et pour montrer ici que le risque relatif qui vous sont notés à côté des différentes typologies, pour Eudravigilance et VAERS, sont importants entre le vaccin ARNM et les vaccins antigrippaux, et qu'on va de risque relatif de x28 à x926 en fonction des catégories. Si on s'intéresse aux myopéricardites dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, on voit que cet événement indésirable grave a été signalé par la FDA dès la mi-août 2021, avec une incidence de myopéricardite 20 à 40 fois supérieure à celle attendue en population générale, principalement pour les jeunes hommes. Chez les 18-24 ans, on a une myopéricardite sur 3500 vaccinés Covid sur la base canadienne, qui est vraiment très intéressante puisqu'elle est stratifiée par âge et par dose et qu'elle couvre toute la durée de la vaccination, c'est-à-dire les 17 mois de la vaccination. Pour le VAERS aux États-Unis, on a une étude qui montre que les 12-15 ans sans comorbidité, c'est une myopéricardite sur 6000 vaccinés.
ce qui est largement supérieur au taux d'hospitalisation pour Covid, qui est de 1 sur 16 000. On a observé également des signaux proches sur les vaccins Pfizer et Moderna, alors qu'aujourd'hui, seul ce dernier est suspendu pour les moins de 30 ans. Et également observé que des lésions cardiaques persistantes étaient observées chez les adolescents qui étaient suivis plusieurs mois après cet événement grave. Concernant la mortalité toute cause, on a des signaux à suivre et à investiguer. On a eu une étude observationnelle qui montre une association entre les appels pour les arrêts cardiaques des syndromes coronariens aigus chez les 16-39 ans et le déploiement de la vaccination Covid en Israël, et non pas l'infection. Donc ça, c'est une étude qui est observationnelle et critiquable et qui mériterait d'être investiguée plus avant. Excusez-moi. En revanche... C'est ce que vous avez dit. Et je vous coupe pour qu'on ait vraiment des... Et non pas l'infection, c'est-à-dire que c'est en ayant par ailleurs... avec l'infection, alors qu'ils montrent une association avec le déploiement de la vaccination. D'accord, très bien, merci. Voilà. En revanche, c'est ce que je vous disais, il y a une autre étude intéressante qui est une étude danoise qui, elle, s'appuie sur les essais à haut niveau de preuve, donc les essais RCT randomisés contrôlés, et qui montre que les vaccins ARNM n'ont pas été associés à une réduction de risque global de la mortalité toute cause, et ce, du fait, selon les auteurs, des décès de causes cardiovasculaires. Et donc là, je conclus. À court terme, du coup, on voit que les vaccins Covid ont des effets immédiats impactants, avec un absentéisme qui est important. On a vu également la pertinence du recueil actif des effets indésirables, mais également, il serait intéressant de vous montrer l'intérêt de ce recueil actif sur le suivi des effets indésirables, et c'est à la diapositive 11. À moyen terme, on voit que les vaccins Covid représentent une proportion inédite d'effets indésirables graves. Et là, on peut, du fait notamment c'est attesté par le nombre d'hospitalisations observées en France, qui est de plus de 12 000 personnes, ce qui représente une multiplication x 25 par rapport à la grippe, par exemple. On observe un rapport de risque élevé par rapport aux vaccins grippaux. Il y a des signaux à suivre. On a donné l'exemple de la cardiotoxicité de l'ARNM vaccinal et de sa formulation. On aurait pu évoquer la neurotoxicité ou d'autres choses. Concernant le long terme, donc les effets à long terme ne sont actuellement pas documentés dans les essais cliniques à disposition, mais on s'interroge notamment sur l'impact de la stimulation répétée du système immunitaire par les différents rappels vaccinaux, et il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous montre juste les annexes. La bibliographie, excusez-moi, qui est documentée ici. La synthèse de toutes les données de la NSM ici. Ça, c'est la comparaison VAERS-CEDRA Vigilance, où vous avez toutes les datas qui sont compilées. Et enfin, l'intérêt aussi du système VSafe pour le suivi et pour, j'allais dire, le niveau d'information que ça peut donner, notamment les téléconsultations, les passages aux hôpitaux, c'est quand même 1 sur 340, les passages aux urgences, et bon, ça n'est qu'une coupure de ce qui est dans l'article, c'est extrêmement documenté, et ça montre voilà, le niveau d'information qui peut être apporté. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste rajouter, puisque je n'ai pas pensé à mentionner mes liens d'intérêt, donc je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce travail, et je remercie aussi les contributeurs qui m'ont aidé à faire cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Saulnier. Félicitations pour votre concision, pour le coup, très impressionnante. Oui, c'est peut-être l'industriel aussi qui parle. C'est mérité, je crois. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Donc, on va laisser l'échange contradictoire se faire. Moi, je voulais quand même pointer un des sujets qui est quand même la question du rapport bénéfice-risque individuel à rapporter au rapport bénéfice-risque collectif. Et est-ce que ce n'est pas sur ce sujet tout particulièrement, qui est un peu le nœud du système et de tout ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas sur ce sujet particulièrement qu'on aurait dû ou qu'on devrait faire plus œuvre de pédagogie? Parce que je sais, c'est très compliqué, mais le rapport bénéfice-risque individuel n'est pas forcément quelque chose d'intuitif vis-à-vis du rapport bénéfice-risque
collectif. Et en ce qui concerne les enfants, en tout cas, clairement, ces deux sujets ont été mis en balance. Donc je vous soumets cette question et ce sujet, parce que quand on parle de rapport bénéfice-risque, finalement, on parle de tout un tas de choses et on ne parle pas toujours de la même chose, et que l'ambiguïté vient de cette question. Et puis pour revenir sur ce que vous avez présenté, Madame, qui est très bien présentée, on montre le risque relatif de 2 vaccins. Il eût été indispensable pour ce fameux rapport bénéfice-risque de montrer le risque relatif entre la grippe et la Covid-19, et dans ces dimensions de variants, puisqu'en réalité, le bénéfice et le risque se calculent par rapport au risque de la maladie elle-même. Donc, est-ce que ces travaux-là ont été faits, ou est-ce que vous pensez que ces éléments sont accessibles? Alors, on doit sans doute pouvoir documenter cette question. Ce qui est certain, c'est que avant de parler de bénéfice-risque, l'idée c'était de vous comparer les risques et d'espérer améliorer le risque qui est actuellement observé, qui est assez important. Voilà. Là, c'est entre les vaccins, c'est pas entre les maladies. On est entre les vaccins, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un vaccin qui est très bien connu, avec un tropisme qui est comparable. Et un vaccin qui est nouveau, qui est peu éprouvé, avec un procédé moins bien maîtrisé. Non, mais c'est pas voilà. une... Merci. Non, mais c'est partie de l'élément d'arbitrage pour des politiques publiques. Oui, tout à fait. Disons que je me suis focalisée sur le risque, du coup je ne peux pas vous répondre sur la partie bénéfice, mais c'est des choses qu'on peut documenter évidemment. Oui. Merci bien.